Bonjour et bienvenue pour cette troisième édition du podcast avec Michael Gundil, donc sur un format qui est un peu plus long cette fois-ci. On aborde dans cette discussion la première partie de l'histoire de la société Nutrimuscle, qui est assez intéressante, les origines donc à son déménagement en Belgique, et on va continuer donc ensemble de démystifier le monde du complément alimentaire en apportant plus d'informations sur les stratégies possibles pour les fabricants et leurs vendeurs. On va aborder aussi rapidement la question des protéines végétales, je pense qu'on en parlera un peu plus en détail dans un autre podcast. On va parler aussi du citrate de magnésium, du Q10 et du glycérol. Et à la fin du podcast, je vous ferai une petite annonce qui, je pense, vous fera plaisir. Bonne lecture à tous. Alors la marque, elle a été créée il y a 26 ans par un pratiquant en France. Donc c'était à une époque où il n'y avait pas vraiment de marque française de compléments alimentaires. Je pense que Michael, toi, tu t'entraînais déjà à l'époque. Depuis 10 ans sûrement, ouais. Ouais. Et tu te complémentais déjà à la base ou pas? Peu parce que j'avais pas les moyens, deux, c'était pas très répandu. Mais on devait apprendre l'anglais, on allait en Angleterre pour des échanges de langues, etc. J'ai vite vu qu'en Angleterre, le complément alimentaire était beaucoup plus développé. Par exemple, il y avait des vitamines, des trucs de base dans tous les supermarchés en Angleterre, alors qu'en France, c'était presque, on te jetait presque en prison et on traitait de salaud si tu utilisais la moindre protéine en poudre, quoi. Ouais, les compléments, c'était surtout réservé pour la pharmacie, hein. Ils avaient la main mise sur les vitamines. C'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de revendeurs à cette époque-là. Je me rappelle que la création de Nutrimus, ça s'est fait parce que dans la salle de sport, pour pouvoir se prendre sa protéine, fallait prendre son camion avec ses potes et traverser la frontière en Allemagne, aller acheter de la poudre là-bas et la ramener en espérant pas se faire prendre par la douane. C'était plus ou moins ça le début de la supplémentation à l'époque. Donc ça a été créé il y a 26 ans par le PDG fondateur. C'est parti d'un problème de dos et du coup c'est comme ça qu'il s'est mis à la salle de sport et qu'il a découvert le monde du muscle et du body avec les influences américaines qui étaient plutôt bien à l'époque et il s'est lancé là-dedans. T'as commencé quand toi vraiment une complémentation Je sais pas. Après, faudrait voir ce qu'on appelait complémentation. Mais disons le basique, la protéine quoi. La protéine. Ma mère, elle avait trouvé. Alors c'était de la protéine Védère qui venait vraiment des États-Unis. Elle avait trouvé ça à Go Sport. Elle m'avait acheté un petit pot. Mais alors on y allait à la petite cuillère, quoi. Tu mettais une demi, comme c'était très cher, tu mettais une demi petite cuillère dans un yaourt et t'avais l'impression de prendre des. C'est l'image un peu, je pense qu'il y en a pas mal qui ont encore aujourd'hui, même si ça commence à se démocratiser. À l'époque, t'avais les meilleurs temps de prendre ton blanc de poulet ou tes œufs qui coûtaient moins cher que ta protéine, quoi. Surtout qu'il fallait déjà mettre la main dessus, à moins de. Alors il y avait toujours par correspondance grâce au monde du muscle, mais les frais de port ont été très très élevés. Enfin c'était beaucoup plus cher que maintenant. Ouais, ça c'est bien démocratisé. Et niveau créatine La créatine, c'est arrivé au milieu des années 95, donc on en était encore très très loin. Sur la création, les premiers compléments que nous on avait, c'était vraiment c'était de la whey fromagère malheureusement, mais il y avait que ça. Nous, c'était d'abord la caséine, puisque la whey, pareil, c'est arrivé dans les années 90. Mais on avait de la caséine, enfin caséinate de calcium, et de la et beaucoup de soja à l'époque. Tu vois, maintenant les gens ils veulent à nouveau de la protéine végétale, mais tu vois on en avait déjà à l'époque et on n'en voulait plus, mais maintenant on a réussi à leur expliquer que c'était bien. Ça a son petit penchant naturel, vegan. C'est un peu pour ça que les gens en demandent. On a pas mal de questions, nous aussi, pourquoi Nutrimus n'en fait pas. Tout simplement parce que la traçabilité de la matière première est très dure à avoir. D'une part, les méthodes d'extraction sont pas super. D'autre part, disons qu'elles sont très très chimiques. Les gens s'en rendent pas compte. C'est très difficile d'extraire des protéines des végétaux. C'est très très chimique. Il y a des méthodes en fait qui se rapprochent de l'extraction des BCA par fermentation, mais le prix, tu peux pas avoir du soja à 10 balles, quoi. C'est impossible. Et effectivement, c'est très chimique et tu contrôles pas ta matière première. Donc pour nous, ça c'est pas possible. En sachant que tout ce qui est protéines végétales au niveau de la digestibilité, c'est bien moins élevé que la protéine laitière ou la protéine d'œuf. Et généralement, tu as une fermentation protéique qui va dans le côlon avec ce genre de protéines et ça conduit à la production de métabolites toxiques parce que le corps n'arrive pas à tout bien assimiler. Donc ça, c'est un sujet aussi qu'on a là-dessus, d'avoir une protéine qui potentiellement, tu la prends pour dans un objectif d'être en bonne santé, de progresser et finalement, ça peut te faire plus de mal que de bien. Ça concerne pas que le soja, hein, bien entendu, mais je pense aussi à la protéine de pois ou de chanvre, hein, qui en ce moment c'est un peu la mode. Il y a un problème de digestibilité qui est avéré et que pour le moment on n'a pas trouvé. Alors en ce moment, si tu rajoutes des biotiques, la digestibilité elle est améliorée. Il y a une meilleure synthèse des protides
mais t'as toujours cette fermentation qui se fait dans le côlon et qui est pas forcément bonne. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas, et il me semble qu'à l'époque, parce il y a eu quelques études à la grande époque des protéines de soja, et ça allait dans ce sens-là aussi avec la digestibilité, en sachant que les méthodes d'extraction de base à l'époque étaient moins bonnes que celles qu'on a maintenant. Non, mais enfin, il y a toujours une question de prix, parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais forcément que les méthodes les plus modernes et qui vont le moins altérer les protéines sont les plus chères, donc c'est pas celles qu'on utilise. Oui, bah et après il y a toute cette problématique de notre côté à nous. C'est pas impossible d'en vendre parce qu'on a des très bons fournisseurs qu'on connaît, qu'en font avec les méthodes d'extraction qui sont bonnes. Le problème c'est que ton prix de matière première il va te revenir entre 5 à 8 fois plus cher que le producteur chinois qui te fait ça assez chimiquement quoi. Donc le marché il est pas assez mature sur ce point pour avoir des prix qui sont improbables quoi. Et plus, t'es obligé de rajouter beaucoup de produits chimiques pour masquer le goût après aussi. Bah, nous on le ferait pas, Oui, d'accord, non, mais on dirait que ta protéine elle est infecte, quoi. Ah bah de toute façon de base c'est dégueu, hein. Les protéines végétales, faut vraiment y aller. Après c'est comme le Pepto Pro, hein. Une fois que t'en prends, tu t'habitues, ça va. Mais le consommateur lambda qui va commencer à racheter sa première protéine nature végétale, je pense qu'il va plus jamais y toucher. C'est un peu le sujet, c'est la mode, c'est revenu à la mode. À l'époque c'était pas forcément la mode. Non, on avait que ça, donc. C'était ce qu'il pouvait y avoir, ce qui était disponible, et il y avait de la protéine. Et je pense pas que sur la digestibilité, l'assimilation, etc., on était aussi calé au niveau des études que maintenant. Bah, d'un autre côté, comme on n'en prenait pas beaucoup, ça faisait pas grande différence non plus. Donc, parce qu'évidemment que la digestibilité, ça joue. Si tu prends 30 grammes, ça commence à compter. Si tu prends 5-6 grammes, bon, ça passe plus ou moins inaperçu. Il y avait un bel effet placebo du coup. Bah, enfin, on prenait des protéines, quoi. C'était plus pour le geste, la beauté du geste que. Donc voilà, la marque, elle a vraiment démarré comme ça. À la base, elle n'était pas orientée sur ce qu'elle est aujourd'hui. En fait, elle s'est orientée avec la prise de conscience et surtout le relationnel avec les fournisseurs. Il faut savoir que du côté du revendeur, quand tu es en train de dialoguer toute la journée avec ta quarantaine de fournisseurs par rapport à tes protéines, à tes compléments alimentaires, t'entends du bon, du mauvais, et tu découvres des choses que t'aurais aimé pas découvrir et qui te font un peu changer ta perception de la chose. Et c'est comme ça que petit à petit Nutrimuscle, d'une marque de compléments basique, est devenue ce qu'elle est devenue, avec des certificats pour chaque matière première et pour chaque produit qu'on a, à cause des connaissances qu'on a accumulées, ou grâce, je sais pas quel est le meilleur terme, malheureusement, qui a fait qu'on s'est tourné sur ce secteur de la traçabilité pour le consommateur qu'on est de base. Et ça a été un gros tournant dans la société, et c'est vraiment ce qui nous a forgé, et je pense que c'est pour ça qu'on a une communauté qui est assez présente aujourd'hui. Très content de ça. Toi, tu nous as connus comment, d'ailleurs? Bah, parce que je travaillais dans le monde du muscle, donc ça s'est fait comme ça, comme il cherchait des gens pour écrire pour lui, en fait. Parce que j'étais avec une autre marque, c'était avec la plus grosse marque française à l'époque. Bon, j'étais avec la plus grosse marque, c'était Thierry Champoussin qui dirigeait. Pareil, il était parti de rien et puis il s'était forgé. Ouais. Mais puis tout d'un coup, il en a eu un peu marre, puis il a tout revendu. Et puis j'étais pas dans les meubles de ceux qui ont racheté se sont passés de mes services. Donc je suis resté un moment sans travailler dans le complément alimentaire, et puis après justement j'étais contacté par Nutrimuscle. Ouais. Qui avait déjà à l'époque des pubs double page. Ouais, et puis qui avait le magazine. Son autre marque, je sais plus le nom, voilà. Il y avait Synergy Max aussi. Tout s'est rassemblé sur Nutrimuscle. Et c'est à cette époque-là, t'étais pas encore sur les États-Unis, toi? Si, parce que j'écrivais déjà dans le commandant Iron Man aux États-Unis, ouais. Enfin aux États-Unis, puis comme Iron Man, tout était traduit dans le monde entier. Où il y en avait au Japon, il y en avait en Russie, en Allemagne. Donc j'étais déjà lu dans le monde entier. C'est beau. Du coup, donc la marque a fait sa notoriété sur ce choix de traçabilité, qui est venu finalement assez naturellement à force de parler avec les fournisseurs. C'est un peu malheureux, mais on s'est rendu compte que dans ce que t'achètes, ils proposaient toute une gamme pour que ce soit la protéine ou l'acide aminé, toute une gamme de qualité de filtration avec le low cost. Alors le même producteur peut produire selon plusieurs méthodes, parce qu'ils ont plusieurs niveaux de machines qui vont permettre plusieurs types d'extraction, notamment avec des extractions chimiques. Et en fait, ils te proposent selon ton budget plus ou moins et selon ton public. Ils vont te proposer ou du très bas de gamme filtré très mal avec des gros process chimiques, ou du très haut de gamme. Donc et en fait c'est comme ça que tu apprends que dans certains acides aminés t'achètes plus ou moins des trucs pourris qu'ils essayent d'arranger pour que ça puisse se vendre, et ça va te coûter 1 balle le kilo, alors que toi
ce que tu veux vendre et ce que tu veux consommer, t'en as pour 15 à 20 balles le kilo sur ta matière première, sur la meilleure qualité. Donc il y a vraiment l'industrie du complément alimentaire aujourd'hui, c'est un peu malheureux, mais avec l'essor du marché international et la mondialisation, on a des différences de prix qui sont hallucinantes sur une même matière première. Et le problème qu'on a nous chez Nutrimuscle, c'est qu'on se dit que le jeune, le gars qui connaît pas, qui vient à la salle, il va sur internet, il achète son truc, il n'a pas de certificat et finalement il se retrouve avec des trucs plus ou moins nocifs pour lui, quoi. Ça c'est un peu le constat, et encore qu'on est protégé, c'est moins pire qu'aux États-Unis. Je sais pas si tu as eu l'occasion aux États-Unis, tu dois sûrement mieux connaître, mais il y a 1 milliard de marques de compléments alimentaires et 80%, 90% de ce qui est vendu, c'est de la merde. Oui, enfin les gens veulent du pas cher, donc d'un autre côté tu peux pas produire du pas cher et... C'est qu'est-ce que tu vises, quel type de personnes tu vises et qu'est-ce que tu leur offres. Après, je pense qu'il y a aussi une responsabilisation de la part du consommateur qui doit quand même s'informer un peu pour pas acheter de la merde, quoi. C'est un peu dommage de dépenser de l'argent pour acheter des déchets, quoi. Et ça, c'est le constat qui a été fait assez rapidement. La marque, elle a été créée il y a 26 ans, dans les années 90, en étant une marque lambda. Et petit à petit, dès les années 2000, déjà... Il y a eu ce constat que il y a les matières premières, il y a du choix. Il y a du choix dans la mauvaise qualité malheureusement. Donc il fallait informer le consommateur. Et pour nous qui en prenions sur la durée, on s'était dit que sur le long terme, on n'allait pas faire le long terme avec de la merde, quoi. C'est comme ça que ça s'est fait. Il faut dire, dans l'historique, en recherchant la qualité, ils ont aussi beaucoup innové, parce que c'était les premiers quasiment à avoir vendu de la caséine micellaire, et c'était les premiers, maintenant ça date d'il y a 10 ans, avoir vendu de la whey laitière. Alors la whey laitière et la caséine micellaire, ça a été les gros sujets, parce que à l'époque c'était produit en petite quantité, surtout la caséine micellaire de par sa méthode de filtration qui était sur une technologie assez démocratisée, bien heureusement. Ça a été le sujet de ok, on va acheter une matière première qui coûte 3-4 fois plus cher. Comment on va expliquer au consommateur que cette matière première là elle est meilleure pour lui que sa whey fromagère qu'il a l'habitude d'acheter. Ça a mis du temps au niveau du lancement même aujourd'hui, tu vois, il y en a pas mal qui vont te dire finalement ton corps il va consommer les protéines, donc que ta protéine soit fromagère ou laitière, ça n'a pas vraiment d'incidence. Et il y a toujours ça qu'il y avait il y a déjà une dizaine d'années, mais il y a une dizaine d'années c'était vraiment méconnu. C'était même complètement il y a eu tout d'un coup, je sais pas pourquoi les gens se sont mis à en parler il y a 2 ans peut-être. Mais avec Nutrimus, ça faisait 6-7 ans qu'ils en vendaient déjà, quoi. Précisément, il me semble que c'était en 2015. On a commencé à voir, on l'avait vu aussi soudainement, nous, par rapport à nos statistiques au niveau des commandes. En 2015, il y a eu une prise de conscience sur le marché français francophone, sur les whey bioactives, ce qu'on appelle les whey bioactives, donc issus du lait directement. Mais oui, nous, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on fait ça. La caséine micellaire, c'est pareil, toujours issu du lait, bien entendu. Et en fait, on l'a fait à l'époque pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'était surtout parce que on était consommateurs et avoir une whey laitière, pour nous, ça coulait de source que forcément t'as pas de déchets dedans parce que c'est filtré directement du lait, donc c'est forcément meilleur. Et la deuxième, c'était toujours de pouvoir proposer cette qualité aussi aux consommateurs et d'être un peu en avance sur le temps en proposant ce genre de produit. Malgré le prix, on avait des marges qui étaient ridicules parce que on pouvait pas proposer quelque chose ultra cher à un consommateur qui de base n'était pas très cultivé sur les protéines en général. Là, avec l'essor des réseaux sociaux, ça devient un peu plus naturel pour ceux qui sont à la fac, même au lycée. Bon, tu prends des protes quand tu vas faire ton sport. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était pas encore ça. Et il y a eu ce dilemme de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on vend de la qualité au même prix que de la merde, ou est-ce qu'on vend de la qualité à un prix excessif? Et finalement on a choisi la première solution. Ça coûtait un peu plus cher, mais on avait réussi à maintenir les prix. Je pense qu'après 10 ans il y a quand même beaucoup de gens qui adhèrent justement à cette filtration qui vient directement du lait écrémé. Il y a pas mal de gens qui essaient de biaiser en disant que leur whey est plein du lait, mais ils oublient de te dire que c'est par la case fromage. Ça nous fait marrer, ouais. Il y en a pas mal qui font ça, des concurrents qui sont assez présents sur les réseaux sociaux, qui font de la pub, etc. Quand tu vas lire leur composition, tu vas lire leurs ingrédients, ils vont te dire ouais, c'est de la whey, ça vient du lait. Toutes les whey viennent du lait, mais après il y a effectivement t'as toute la méthode de production. Si t'as fait ton fromage avant, le fromage ça vient aussi du lait, mais le déchet ça vient aussi du lait. Donc la whey fromagère elle vient bien du lait, mais il y a toute la méthode d'extraction avant qui fait qu'elle est complètement dénaturée. Il y a aussi un gros point en ce moment avec les glycomacropeptides qui doivent pas normalement être présents dans la whey. On sait si elle est fromagère ou laitière, on en trouve. C'est un agglomérat de mauvaise qualité de protéines qui s'agglomèrent entre elles et qui forment des gros blocs. Là, c'est du déchet dans le déchet en fait. C'est ça qui abaisse la qualité de la protéine. Et
Et il y a un point assez intéressant, on s'était agrandi avec la gamme bio, avec la protéine Total Bio. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une protéine issue directement du lait. Il n'y a pas à prendre du lait crémé, on va le microfiltrer pour avoir la protéine, donc du lait. Il y a 80% de caséine, 20% de whey, donc c'est ce qu'on retrouve dans le lait de base. Et on essaye de trouver de la whey bioactive. C'est toujours une protéine issue directement du lait microfiltré. Le problème, c'est que on a fait une vingtaine de fournisseurs, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Ils ont tous une whey bio. Mais c'est une whey qui est issue du fromage bio, donc ça reste une whey fromagère mais bio. Pour le moment, on n'en propose pas parce qu'on n'a pas cette whey bioactive qui est disponible en quantité. Ce qui est important, donc c'est les GMP, donc les glycomacropeptides, c'est ce qu'on retrouve dans les analyses. Faut savoir que la plupart des fournisseurs, quand ils t'envoient leur certificat d'analyse, ils t'envoient pas les subtractions, donc tu sais pas si vraiment il y a des GMP ou pas. Et eux-mêmes, ils te disent, ça vient directement du lait, donc en plus c'est du lait bio, donc la protéine est très bonne, etc. Donc c'est très compliqué au niveau des analyses. C'est un peu la guerre de prendre des analyses, de prendre des échantillons, de faire des contre-analyses pour vraiment évaluer ce qu'il y a réellement dans les protéines. Et si tu fais pas ce travail-là, tu sais pas ce que t'achètes et finalement la plupart du temps t'achètes pas forcément quelque chose de bien. Pour revenir à l'histoire, on peut parler du tournant, puisque Nutrimuscle c'était une entreprise française. Pourquoi maintenant elle est en Belgique ? Alors Nutrimuscle, c'était franc-comtois à la base. Pourquoi est-ce qu'on est parti en Belgique ? Pour plusieurs raisons, dont la réglementation française qui n'avait pas appliqué le droit européen à l'époque, notamment sur la carnitine, qui avait été vue comme un produit interdit. De la drogue. Pour plusieurs raisons. En fait, le sujet à l'époque, on est dans les années 90, la carnitine, il commençait à avoir de très bonnes études dessus, et l'industrie pharmaceutique voulait se l'approprier pour que la carnitine soit disponible à la vente, mais que derrière le comptoir des pharmacies. Et il y a eu justement la ministre de la Santé de l'époque qui a décrété que du coup c'était un produit qui était interdit à la vente en libre accès. Et tous les producteurs de compléments alimentaires, dont Nutrimuscle, à l'époque, c'était un peu la chasse aux sorcières. Ils avaient été arrêtés sur les salons. C'était par la police, faut le dire. C'est comme là, si tu vas au Body Fitness ou au Fibo, t'as les squads qui viennent t'arrêter parce que tu vends de la carnitine, quoi. Alors aujourd'hui, ça fait marrer tout le monde, mais à l'époque, c'était vraiment pris comme le produit. C'était comme si tu vendais du cannabis ou des amphètes, voilà, pour le sportif, quoi. Qui a fait que finalement, l'endroit en Europe qui applique le droit européen, parce qu'il faut savoir que la carnitine, elle était autorisée à l'importation, bien entendu, et à la vente directement sur le marché européen. C'est juste la France qui n'avait pas autorisé ça. La Belgique, c'est un pays qui va appliquer en priorité le droit européen et après le droit belge. Donc il y a une sécurité finalement pour nous à ce niveau-là et pour le consommateur aussi. Ça a été un grand choix de traverser la frontière pour s'implanter en Belgique. C'était pour continuer la marque et continuer d'avoir cette notoriété sur le marché et perdurer dans le milieu. Le fondateur avait cette envie de partager le sport, le bodybuilding et la complémentation aussi. Et pour l'anecdote, alors qu'il n'y a rien de drôle à l'époque, ils ont refait le même coup avec les acides aminés. Ça veut dire que tu avais la répression des fraudes sur les salons. Ils arrivaient le premier jour du salon. Ils mettaient tout sous scellé avec interdiction de vendre. Donc en gros, ils t'interdisaient de vendre sur les salons. Et ils ont recommencé après avec la créatine cette fois. La créatine, ça a été un gros... et c'est assez intéressant de le souligner. Depuis cette histoire de la créatine, il me semble que c'était en 96 ou en 98, je me rappelle plus la date exacte. Depuis cette histoire, ça a vraiment marqué l'inconscient collectif français. Du complément alimentaire. Ah oui. Surtout en France, c'est très très localisé l'histoire de la créatine. Quand tu vas en Allemagne, c'est pas du tout la même façon de penser. Aux États-Unis, pareil, etc. En Asie, c'est la même chose. En France, la créatine, ça a été vraiment mis au devant de la scène pour ses propriétés dopantes, parce que c'était soi-disant un produit dopant à l'époque. Et ça perdure aussi aujourd'hui. La plupart des gens, quand tu leur parles dans la rue de créatine, ou que tu sors ton petit pot Nutrimuscle dans le train, t'as des gros yeux qui s'ouvrent devant toi. Et il y a eu tout un scandale par rapport à ça, qui a pas eu en Belgique. Et la créatine, c'est l'un des compléments pour nous le plus important dans la supplémentation du sportif, mais aussi du sédentaire, du fait des nombreuses études qui sont dessus. Et c'est l'un des compléments alimentaires le plus documenté. Tu m'arrêtes si je me trompe. La créatine, il y a des tonnes et des tonnes d'études, et la plupart des études, si ce n'est toutes, surtout avec les qualités qu'on peut avoir aujourd'hui, vont dans le sens que la supplémentation en créatine est extrêmement bénéfique, que ce soit pour le sportif ou pour le sédentaire. On parle beaucoup de la créatine pour la prise de masse, mais la créatine, ça a énormément de propriétés neuronales et protectrices. Donc ça, c'est les deux scandales qui ont fait que Nutrimuscle, d'être en France et a déménagé en Belgique, d'une part, ça a permis de choses, d'être sous une réglementation européenne, je vais pas dire plus clémente parce que ça paraît péjoratif, mais qui applique les lois européennes, et d'autre part, ça a permis l'essor de la société sur une plaque tournante de la distribution. Là où l'usine est implantée actuellement, c'est le premier port sec d'Europe. C'est très facile de livrer partout en Europe.
et sur toute la France très rapidement. Et c'est là où on a eu la première usine véritable Nutrimuscle qui a permis de commencer à assurer une vraie production contrôlée et des processus de production maison qu'on a mis énormément de temps à mettre en place, mais dont on est très fiers actuellement. Et donc le prolongement maintenant, ça va être les nouveaux produits. Alors il y en a déjà un qui est sorti. C'était ce qu'on voulait faire à partir de 2013-2014. Donc il y a eu une petite pause en fait, je pense que tout le monde l'a vu, mais il y a une petite pause dans les lancements produits à partir de 2014 plus ou moins. Une pause plus une régression parce que il y a beaucoup de produits qui ont été retirés, des arômes qui avaient été déjà retirés lentement. Il y a plusieurs raisons sur le retrait des produits, malheureusement c'est des régressions qui peuvent toujours arriver à l'heure actuelle, où on est souvent en rupture de stock. Je pense au Tribulus par exemple, terrestris. Ça c'est un produit qui est très 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 compliqué à se fournir. On arrive à sécuriser des lots, mais sur 10 lots, on fait des contre-analyses nous à chaque fois. Donc on a des lots où ils disent que t'as pas de produits dopants, qu'on recontrôle et finalement on a une fraction de produits dopants, donc on les refuse. Sur tout ce qui est plantes, fleurs, c'est très compliqué d'avoir des productions sans souci. C'est plus une contrainte au niveau de la fabrication et du processus d'extraction qui font que on est ou en rupture ou on va carrément arrêter de commercialiser le complément. Je pense notamment au Svetol bio pour ces raisons-là. Et à cause des analyses et à cause de la fluctuation de la matière première qui est parfois hallucinante, où d'un lot à l'autre tu te tapes du x2 x3 en prix. En prix, ouais. Aux gens. Enfin, le prix de la matière première double ou triple par rapport à ton achat précédent. Quand tu veux avoir un fournisseur et parce que tu pourrais avoir 10 fournisseurs, tu donnes pas les noms et tu écris toujours que c'est par exemple pour les protéines, si tu veux que toujours le même producteur, ça peut avoir des conséquences sur le prix. Ça a d'énormes conséquences. Pourquoi nous on fait qu'un producteur? C'est parce que généralement le même producteur, il va se sourcer au même endroit, donc pour la qualité de sa matière première. Donc on n'a pas de fluctuation sur la qualité et on a peu de fluctuations dans les analyses. Quand tu commences à aller pas chez le producteur mais chez les grossistes, l'équivalent des grossistes, où la plupart des revendeurs vont acheter, eux ce qu'ils font c'est que ils vont te prendre 5 tonnes, 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes, d'une dizaine, quinzaine de producteurs, ils vont toutes mixer pour avoir une protéine plus ou moins homogène avec une provenance, c'est un peu comme les huiles, les huiles d'olive, origine européenne, ça c'est un peu ça, ce qui permet d'avoir plus ou moins toujours le même prix, mais t'as pas la même qualité en fait. C'est plus compliqué pour nous de pas assurer sur ce point-là et de pas savoir vraiment où est-ce que ça a été produit, etc. Pour le Svetol, c'est exactement la même chose. Il y a pas que le Svetol, il y a le guarana par exemple qu'on vend, le thé vert, le yerba maté qu'on vend en produits biologiques. Le vrai bio, ça va vraiment dépendre de la météo, des productions, est-ce qu'ils peuvent en prendre, pas en prendre, s'il a fait trop chaud, s'il y a eu des inondations, ça te bousille tout. Et du coup, tu te retrouves à avoir ta centaine ou tes 200 kilos qui coûtent 4 fois plus cher à cause de ça. Donc, ce que je cherchais, c'est l'acide chlorogénique, c'est ça le principe actif du Svetol. Donc c'était bio aussi, avec des fluctuations énormes de prix. Si c'est du non bio, le prix ne fluctue plus trop sur le non bio parce que ça s'est démocratisé, donc t'as plein de producteurs maintenant qu'en font. Sur le bio, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Tu peux pas. On pourrait répercuter à chaque fois, on l'a déjà fait avec la egg protéine. Le prix qu'augmente de temps en temps, t'as 50% d'augmentation parce que c'est lié à plusieurs facteurs sur les œufs. Si t'as un gros acteur de l'agroalimentaire qui du jour au lendemain te sort un produit avec de l'œuf plein air, généralement eux ils achètent la poudre, ils vont pas acheter de l'œuf plein air, l'œuf en matière première, ils vont acheter la poudre directement et du coup le marché de la poudre plein air il va prendre 50% d'augmentation. On l'a déjà eu là-dessus, on l'a répercuté sur le prix et quand ça a baissé, on a rebaissé le prix, ça c'est déjà fait. Je pense que ceux qui consomment de la egg sont au courant, mais sur certaines molécules c'est très très compliqué. Ouais. Et par opposition à ne pas travailler avec une seule marque, mais prendre tout ce qui passe au moins cher, parce qu'il y a des promos même dans le monde du. On a que de la promo, nous c'est vraiment t'as plusieurs choses dans la promo malheureusement, mais. Parce que tu veux dire que on t'en propose beaucoup. C'est ça, et par un même producteur, c'est ça aussi qui est un peu. Alors, c'est pas malheureux. Il y a ces histoires de promo de la part des producteurs. Par exemple, on parlait de la egg, justement, ça tombe bien. La protéine d'œuf, donc en poudre, il faut savoir que quand elle est produite, c'est l'une des rares protéines où tu as une date limite d'utilisation optimale, qui est de 3 ans. Celle qu'on a là, elle est assez récente, donc généralement on arrive à sécuriser les achats au moment juste après les productions pour avoir une matière première qui est ce qu'on appelle ultra frais, et c'est moins de 6 mois de date de fabrication. Le problème, c'est que de temps en temps, le producteur, il se
s'emportent un peu, ils se disent on va produire 10 tonnes ou 50 tonnes ou 100 tonnes parce que nos acheteurs ils ont l'air de bien vendre leurs compléments, de bien vendre leurs poudres et le marché va à la hausse et finalement ils se retrouvent avec des invendus. Et ce qui se passe avec tes invendus, c'est que toi en 2019 faut que tu repasses commande et puis eux en 2019 ils ont un petit stock d'invendus d'il y a 3 ans justement. Ça t'amène en 2016 une matière première qui a été fabriquée en 2016 et ce qui peut se faire en fait dans le monde du complément alimentaire, c'est que comme c'est des produits qui sont en poudre, donc t'as pas d'humidité, si ton stockage est bien fait, t'as ce qu'on appelle les retests où tu vas refaire des analyses, donc le producteur peut refaire faire des analyses de sa poudre qui arrive à expiration. Sa poudre de 2016 pour bien comprendre. Donc là on est en 2019 et qui peut te reprolonger en fait la date de péremption de la poudre, hein, parce que on parle de date limite d'utilisation optimale, hein, c'est pas des dates de péremption comme on a sur d'autres produits. Ce qui fait que ta poudre de 2016, t'arrives en 2019, tu l'as pas vendue, tu refais une petite analyse qui te permet de te la remettre jusqu'en 2021, qui bien entendu apparaît sur les certificats producteurs, mais le revendeur peu scrupuleux ne va pas afficher ses certificats bien entendu. Et ce qui se passe, c'est le revendeur imaginons que t'achètes cette poudre et tu l'oublies dans un coin parce que t'en as d'autres, etc. Et puis donc sur ta poudre de 2016, hein, et t'ouvres ta porte de ton petit stock que t'avais oublié, et là tu te dis merde, ma poudre de 2016 est là, c'est vrai qu'on a le retest, donc on est en 2021, elle est encore bonne, il faut quand même que je l'écoule parce que je l'ai payé 2 fois moins cher à l'époque, comme elle était déjà plus ou moins périmée. Et la réglementation européenne, tu peux reprolonger encore cette date de 18 mois si tu la mélanges. Tu la mélanges à quoi? Des arômes. Pour toi, ça te paraît logique, mais ouais, ils savent pas. Ouais. Tu prends ta poudre nature donc de 2016 qui a été retestée pour 2021, donc 2 ans de prolongation. Et puis fin 2021, quand elle arrive à péremption, en plus tu l'as achetée, donc tu peux pas la retester toi-même, t'as pas les autorisations. Et il faut vite que tu la mélanges. Donc tu vas prendre ton petit chocolat. Ton petit qu'est-ce qu'ils font là en ce moment, c'est du choco cookie, c'est un peu les trucs à la mode, donc tes arômes que tu mélanges avec, et du coup magiquement tu peux prolonger de 18 mois encore par rapport à la date de fabrication, parce que toi c'est une date de fabrication qui vaut 18 mois de plus. Donc ça te ramène à 2022, t'es mi-2023 quoi. Donc ta poudre qui a été produite en 2016, tu donnes l'impression qu'elle a été produite en 2019. Non, tu donnes l'impression qu'elle a été produite en 2021, quand tu vas faire ton mélange en 2021, et parce que là c'est la production de ton mélange en fait qui se fait en 2021 et qui te permet de prolonger encore la date limite d'utilisation optimale jusqu'en mi-2023. Donc comment là, parce qu'on joue sur des prolongations, il y a eu une première prolongation et on prolonge la première prolongation avec une deuxième prolongation grâce au mélange. Exactement. On se projette dans l'avenir, les gens ont peut-être du mal à saisir, mais en fait plus la poudre elle est vieille, moins elle coûte cher, c'est ça en fait ce qu'il faut retenir. Il y a des façons donc une poudre qui serait vraiment à bout de souffle aujourd'hui en 2019, elle aurait été produite quand Tu fais ton petit calcul à l'envers. Tu fais ton petit calcul à l'envers, donc tu fais voilà par exemple, on va dire juin 2019 parce que c'est plus facile. Une poudre qui se périme en juin 2019, donc une egg choco par exemple, date de péremption juin 2019, t'enlèves 18 mois, ça c'est pour la production du mélange. T'arrives à janvier 2018, après t'enlèves 2 ans, donc t'es en 2016, ça c'est la date de retest. Et après t'enlèves 3 ans, donc t'arrives en 2013, et là c'est la date de production réelle. Donc c'est là où ils ont cassé les œufs pour les mettre en poudre. Donc il y a des gens, alors pas chez Nutrimuscle, on précise tout de suite que justement on explique des écarts de prix énormes, mais il y a des gens qui doivent manger de la poudre de 2013. C'est ça. Bon là je pense que jusqu'en juin, tu peux avoir une poudre qui a été produite au 1er janvier 2013, ouais. Légalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui mettent la date de production de leur lot. C'est ça. Ce qui est un peu malheureux, parce que les gens ne demandent pas et s'imaginent pas que ce genre de choses soit. Alors tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est légal, hein. Ah oui, c'est complètement. La loi protège, si c'est bien fait, la loi protège les gens qui. Alors, la loi protège pas tellement le consommateur, mais. C'est des poudres qui, finalement, même en ayant 5, 6, 7, 8 ans derrière elles, elles sont pas contaminées. En fait, la loi, elle va pas regarder la teneur en protéines, le profil en acides aminés, etc. comme nous on le fait. La loi, elle regarde si le consommateur peut consommer finalement une poudre qui va se mélanger à l'eau, est-ce qu'il y a les bactéries, il y aura des bactéries, pas de bactéries. Donc la loi protège le consommateur dans le sens où tu peux commercialiser cette poudre si elle est pas nocive au niveau bactériologique. C'est juste ça. Et c'est ça qui est malheureux parce que on a
pas l'assurance avec ce genre de produits qui sont ultra vieux, donc ultra secs, que tu vas avoir les mêmes bienfaits au niveau de la reconstruction, notamment musculaire, par l'apport en acides aminés sur ton corps, qu'avec un produit ultra frais. Et il y a une autre chose aussi qui est doublement bénéfique pour ceux qui font ça, donc qui achètent leurs protéines fabriquées en 2013 au jour d'aujourd'hui, c'est que plus ta poudre vieillit, plus elle s'assèche. Et si t'es un petit malin, ta poudre qui s'est bien asséchée, parce que ça fait 6-7 ans qu'elle est dans les placards, tu fais une petite analyse nutritionnelle de composition, et comme par magie, du coup tes 100 grammes de poudre, t'auras une meilleure teneur en protéines qu'une poudre ultra fraîche, parce que t'as beaucoup moins d'humidité. On explique ce genre de choses, mais chez Nutrimuscle, alors ça permet de vendre pas cher, mais vous avez pas une politique, enfin vous avez une politique qui est autre, vous. Vous jouez vraiment sur la fraîcheur. Nous, on est dans l'ultra frais, donc l'ultra frais, le plus frais possible. C'est toujours la même chose avec les fabricants. C'est très difficile de sécuriser des productions qui sont fraîches. Généralement, ça passe par contrat, parce que pour eux, de leur côté, c'est au niveau logistique aussi, c'est compliqué. L'ultra frais, on pense que ça apporte beaucoup plus au corps pour le consommateur, et que t'as vraiment ton profil en acides aminés est bien meilleur que sur de l'ultra sec d'il y a 7-8 ans, quoi. Donc vous restez sur une politique qui fait que, quitte à vendre plus cher, que ce soit le plus frais possible. C'est ça. Ouais, je pense que c'est important. Après, ceux qui adhèrent pas, ils se cassent, ils vont ailleurs. Mais nous, la vision qu'on a de la marque Nutrimuscle et ce qu'on veut apporter, c'est des bonnes protéines, c'est des bons compléments alimentaires qui, pour le moment, sont marketés pour le bodybuilder, mais ça peut profiter à tout le monde. Ça peut être des femmes, des personnes âgées, etc. Parce qu'on a une qualité que peu de personnes n'ont. Et ce qui est malheureux, Nutrimuscle, la vision de la société, c'est quand même d'essayer d'apporter sur le monde du complément alimentaire une traçabilité qui n'est pas de mise pour le moment, et on aimerait bien que tout le monde s'aligne par rapport à ça, ce que personne ne fait, ou très très peu de personnes ne font, et c'est ça qui est malheureux. Donc on pourrait conseiller aux gens de plus que regarder la date de limitation de consommation, il faut regarder la date de fabrication du lot. Oui, la date de péremption qui est mise, c'est pour les produits mélangés, c'est la date de fabrication du mélange, c'est pas la date de production de la matière première. Et là, il y a un gros quiproquo là-dessus, parce que la plupart des personnes ne savent pas que la date de consommation affichée, c'est une date qui a été prolongée finalement par le revendeur qui a fait son mélange. Et c'est pour ça que quand tu as ton certificat sur le site, ton certificat du producteur, tu sais que le producteur a produit la matière première à telle date, et c'est ça qui te sécurise en fait sur ton achat. Donc faut plus regarder ça que la date limite de vente. Ah oui, carrément. Si on peut donner un conseil aux gens. En sachant que c'est assez mal fait, parce que le contraire se produit aussi. Ça veut dire que sur ta protéine que t'achètes en ultra frais, ta egg protéine ultra fraîche, à partir du moment où tu vas la mélanger, même si la date de péremption du producteur c'est de 3 ans, et ben finalement toi tu ne peux ajouter que 18 mois. Et donc tu perds quelques mois. Bah tu perds 1 an et demi quoi. Si tu l'achètes sur certaines protéines, on arrive à les avoir et finalement quand on va les mélanger avec des arômes, au lieu d'avoir les 2 ans sur la protéine de lait, on n'a qu'1 an et demi. Alors, en fait, il faudrait mieux les stocker, ne rien faire et de faire un mélange au dernier moment. C'est ça. Généralement, je pense que dans une logique de maximisation des dates, c'est ça qui devrait se faire et qu'on fait pas. Mais donc il y a 2 stratégies en fait. Une stratégie qui joue la montre à fond, ce qui permet d'abaisser les prix, et une stratégie qui essaye de coller au plus frais, mais forcément que ça coûte plus cher à l'achat. C'est ça. Après, c'est ce que tu vois aussi sur la plupart des autres vendeurs. Eux, ils vendent principalement des prix avec du code promo, du moins 40%, etc. Ce que nous on peut pas faire, c'est pas qu'on veut pas faire. On a un quiproquo aussi là-dessus avec nos utilisateurs qui nous disent pourquoi Nutrimuscle il y a pas de code promo. C'est que nous on vend des produits, on vend une matière première qui de base coûte cher, on vend une matière première de qualité. On va pas te sortir un moins 50% qu'on pourrait te sortir si notre matière première elle date de 2013 et qu'on te revend aujourd'hui, mais là on le fait pas. Donc c'est un choix qui est fait de notre côté pour notre public à nous, qui est très centré sur la provenance et la qualité du complément alimentaire. On a une logique long terme, c'est comme dans la musculation, et je pense que tu es très bien placé pour nous le dire, mais quand tu as une logique long terme en musculation, tu vas pas forcément faire les mêmes exercices que quelqu'un qui est là pour prendre 50 kilos, devenir ultra massif, et finalement, à 40 ans, il clame, quoi. Oui, donc faut expliquer que un produit du même producteur, le prix peut varier énormément en fonction de la fraîcheur de... Ouais. Toutes les poudres, même qui paraissent les mêmes. C'est ça. T'as pas un producteur bon et un producteur mauvais. Hein. T'as un producteur qui a des contraintes
industriel aussi de son côté et qui a des coûts et du coup sa matière première qui lui coûte tel prix à produire et qu'il n'a pas réussi à vendre, et ben il va préférer la solder pour la vendre et pour permettre à quelqu'un de l'acquérir plutôt que de la mettre à la poubelle. Donc on peut pas leur jeter des pierres, c'est comme ça que le monde marche. Mais c'est important de souligner effectivement que on aimerait avoir plus de traçabilité sur les sites de la concurrence aussi. Bah, s'ils les donnent pas, c'est que il y a pas de secret non plus, hein. Tu peux pas avoir un gros code promo et puis la date de production du lot chez le producteur. Ouais, faut savoir que nous on a des coûts de matières premières qui vont coûter plus cher que le prix qui est vendu sur certains sites pour le client. Donc c'est assez aberrant, mais la matière première qu'on l'achète, elle coûte plus cher que le prix de revente d'autres revendeurs. Bah, on peut parler, puisque le nouveau produit qui vient de sortir, c'est du citrate de magnésium. Celui que j'achetais en Angleterre, c'est de l'Assure. Et quand on compare les deux, il est sec comme c'est pas possible et il n'a absolument aucun goût. Ce qui est bizarre. Et comparé au vôtre, donc on sent que la poudre elle est beaucoup plus, alors j'allais pas dire humide, elle est pas mouillée, on sent elle est beaucoup moins fine et il y a un goût quand on le met dans la bouche, puisqu'on peut tester les poudres. Déjà on sent le magnésium parce que ça va chauffer un peu dans la bouche et on sent aussi le citrate puisque c'est un espèce de goût un peu acide alors que la poudre d'Angleterre c'est de l'Assure, hein. Elle a aucun goût et elle est sec comme c'est pas permis quoi. Ouais, alors sur le citrate de magnésium, c'est toujours, ça paraît facile à se fournir parce que t'as énormément de. Maintenant, c'est très répandu parce que c'est quelque chose qui se vend très bien, hein, que ce soit en pharmacie, dans le milieu sportif, etc. Ça, c'est un complément qui se vend très bien. Enfin, c'est deux molécules qui se vendent très bien. Le problème, c'est que les prix des fabricants que tu l'achètes en Chine, en Argentine ou comme nous on l'a fait en France, ça va ça c'est assez hallucinant quoi. Tu passes largement de x10 en fonction du fournisseur. Donc x10 sur un coût de matière première, t'as une répercussion qui est énorme sur ton prix final, en sachant que nous on est un peu les trublions du milieu parce qu'on a une logique du plus grand nombre quitte à sacrifier la marge, qui fait qu'on essaye de s'aligner plus ou moins comme le concurrent avec une qualité de matière première qui a rien à voir. Ben, de toute manière, si les gens veulent faire le test, c'est très simple, il faut acheter la poudre, et puis vous comparez les deux poudres, la texture, le goût, et on s'en rend compte, là, il peut pas y avoir d'exemple plus flagrant. Oui. Après, t'as vraiment le goût sur celui qu'on a. C'est vrai qu'il est légèrement acidulé. Moi, ça me fait penser un peu à la carnitine. On est sur un goût qui est citronné, acidulé, qui est assez bon à prendre en bouche. Et on a une poudre qui est vraiment qui est plutôt bonne, ouais, qui est plutôt bonne. Mais qui a rien à voir. Après, je vous invite à comparer les deux pour ceux. Et pourtant, c'est écrit la même chose. Alors c'est écrit la même chose. Faut savoir que j'en reviens à la qualité de la poudre sur ce point-là aussi. On l'a mis aussi sur le site dans la description. Enfin dans la composition nutritionnelle. Sur le magnésium, c'est exactement la même chose. T'as le magnésium, la concentration, parce que les gens regardent beaucoup les concentrations en se disant bah tiens là il y a 16% de magnésium alors que nous il me semble qu'on en a 11,7%. La concentration elle est due à l'humidité. Ça veut dire que la plupart des fabricants ils vont te faire la même concentration de magnésium parce que les méthodes d'extraction sont plus ou moins les mêmes. Sauf que plus la poudre s'assèche, moins elle est fraîche, et bah plus la concentration en magnésium augmente. Donc il y a toujours ce dilemme. Parce qu'il y a l'eau qui est partie. C'est ça. Ou quand tu vas sourcer ta matière première, t'as toujours la question de vous voulez quelle concentration, sous-entendu, vous voulez une poudre qui a plusieurs mois de stockage ou une poudre plus fraîche mais plus humide, donc plus aérée avec moins de concentration. Donc la concentration, on peut le dire aux gens, faut se méfier des concentrations extrêmes, ça peut être trompeur. Tu penses qu'en étant plus concentré, c'est mieux, et en fait, t'as une perte de qualité quand même. C'est ça. Et ce qu'on voit beaucoup sur la protéine aussi, hein, les concentrations sur extrait sec, qui ne prend pas en compte le taux d'humidité de la matière première. Donc du coup, quand t'es jeune et tu démarres, tu vas te dire ah bah tiens là ici il y a 83 grammes de protéines alors que eux ils en ont 79. Et tu vas pas te poser la question de pourquoi c'est plus élevé chez l'un, moins élevé chez l'autre. Ce qui est naturel aussi parce que t'es pas dans cette logique et dans cette conscience que nous on a en étant aux manettes pour commercialiser ce genre de produit. Et on peut parler d'un autre problème par rapport aux concentrations. Alors tout ça est légal, mais on peut faire passer des concentrations très basses pour du 100%. On en avait parlé. Exactement. Comment on fait? On en avait parlé en allant au FIBO.
c'est toujours une histoire de législation, malheureusement. Tu peux dire que t'as 100% de ton produit sans inclure l'agent agglomérant qui va se fixer sur le produit. Et ça, c'est assez problématique sur certaines matières premières parce que tu sais pas en fait que sur un produit, bon par exemple, je prends le Q10, l'ubiquinol pour ceux qui connaissent. Quand on dit que t'as de l'ubiquinol pur, ça n'existe que sous forme liquide. Donc quand tu vas acheter de la poudre et que dans la composition produit t'as marqué ubiquinol et c'est tout, c'est parce que légalement t'as le droit de pas rajouter. Généralement c'est fixé sur de la maltodextrine ou de la gomme de Guar que t'as pas besoin de rajouter dans la composition produit. Donc tu peux dire que ton Q10 il est à 100%. C'est ça, tu peux dire qu'il est à 100%. Là où tu vois en fait en consommateur aguerri, tu vois que la concentration n'est pas à 100% dans la composition nutritionnelle parce que tu affiches la composition nutritionnelle aussi avec ton milligramme de Q10. Donc tu peux faire le lien entre l'étiquetage où t'as pas besoin de préciser que c'est fixé sur une autre poudre et finalement le milligramme, le grammage réel que t'as dans le complément que tu vas prendre. Parce qu'on dit ça parce que c'est une réflexion qu'on a. Est-ce que il faut rajouter à la gamme du Q10 ou non? Parce que celui que tu voudrais vendre, il est dosé à quel pourcentage? Nous, il est dosé à 30%. Donc ça veut dire que sur 1 gramme réel de Q10, tu vas avoir 70%. Tu vas avoir 0,7 grammes de gomme de Guar et 0,3 grammes de Q10 réel. Et donc, comment si vous le vendez, vous direz que ce sera du 30%. Bah oui, c'est marqué sur les analyses. Ce sera très cher, et par contre, je peux en trouver qui sera marqué à 100%, mais beaucoup moins cher. Oui, ça c'est un peu le yo-yo réglementaire qui fait que certains s'autorisent. Ah oui, c'est complètement légal. Après, je pense que c'est la façon de faire. Si eux veulent faire ça, pourquoi pas. Tout c'est pour le consommateur, que ça soit acheté chez nous ou pas. C'est pas là le souci. Le tout c'est de voir que finalement dans la composition nutritionnelle, quand tu vas te prendre tes 1 gramme de Q10, en fait t'as pas 1 gramme de Q10. Mais donc c'est difficile de comparer les prix, et puis c'est difficile d'être honnête, de dire nous on vend que du 30%. En plus, celui que tu voulais du Japon, il va coûter très cher. Celui du Japon, c'est la meilleure forme parce que il y a de plus en plus de formes synthétiques qui sont faites en Chine. Les Chinois sont très forts pour tout ce qui est molécules, acides aminés et fabrication au niveau des compléments alimentaires. Le Q10 japonais, donc le biquinol japonais, est très concentré. Pour faire la comparaison, c'est un peu comme la glucosamine et la N-acétylglucosamine. Tu vois, au niveau de la qualité et des effets. Mais t'as que 30%. Et on a eu cette discussion avec le fabricant récemment sur pourquoi parce qu'ils te le vendent aussi en format liquide parce que eux ils peuvent te le mettre en gélule. Le problème, c'est que quand tu regardes la liste d'ingrédients de la gélule, t'as des anti-agglomérants, t'as de la léchithine de soja, t'as du dioxyde de fer, t'as du stérate de magnésium, et tu te retrouves avec une liste d'ingrédients qui est horrible pour avoir un produit plus concentré et plus facile à prendre parce que c'est en gélule, mais ça nous intéresse pas, quoi. Et donc on peut donner un autre exemple qu'on a eu, puisque c'est des produits auxquels on réfléchit, c'est le glycérol. Oui. On l'a vu directement, c'est quoi? C'est DSM qui nous a fait parvenir des échantillons? Le glycérol, c'est Glambia. Ouais. Alors, c'est Glambia, donc l'avantage c'est qu'on a directement des échantillons de matières premières, donc on peut comparer avec ce qui se vend. Le glycérol de Glambia, il est à 60%, non? C'est ça? Et c'est ça, il est à 60%, ouais. L'avantage du glycérol, bon après, une fois que les gens on la combine, après on peut toujours tricher, mais le glycérol, l'avantage c'est que on sent sa concentration parce que c'est sucré. Donc on a un glycérol qui est assez sucré à 60%, et par contre on a toujours de l'anglais, on a du glycérol qui est soi-disant à 100%, qui est très peu sucré. Ouais, le glycérol 100%, ça n'existe pas. Hein. Ouais, non, mais il est vendu comme étant 100%, alors qu'il devrait être beaucoup plus sucré que celui qui est à 60%. Mais en fait, comme ça, en gros, il doit être à 20 ou 30% leur glycérol de concentration. Mais il est vendu comme un 100%. Ouais, sur les concentrations du glycérol, ça commence plus ou moins à 15%. Ça peut varier, c'est par rapport à ton prix, au prix du fournisseur. Il commence à 15%, et puis après, généralement, ça augmente de 15. Donc tu l'as à 15, tu l'as à 30, 45, et 60, c'est le maximum que tu peux avoir. Ouais. Mais donc, si toi tu vends ton 60%, honnêtement, en disant que c'est 60, tu vas être comparé à des prix d'un gars qui dit qu'il a 100%, alors qu'il a peut-être 30. C'est ça. Après, c'est un parti pris qu'on a. Je pense que le consommateur, il y aura le glycérol, il y aura un groupe de test si on le commercialise, bien entendu. On fera partir des échantillons à plusieurs membres du forum, comme on a l'habitude de le faire. Une fois que tu l'as testé, si t'es pas con, tu t'en rends compte, quoi. Juste au goût. Déjà, ça n'a rien à voir. Et sur la même quantité, parce que généralement, on préconise 2 grammes plus ou moins par prise, t'as pas du tout les mêmes effets non plus. Et puis la qualité de la poudre, pareil, c'est toujours pareil, elle est pas la même. C'est l'avantage d'avoir des échantillons qui viennent directement des usines de producteurs. C'est plus facile de comparer. Parce qu'une fois que ça a été mélangé à plein d'autres choses, et puis tant que la combine du goût sucré, elle sera pas connue, ça marchera, mais il suffit que le gars qui vende du 20%, il rajoute un peu de sucre dans son
Bah, généralement, oui, c'est ça. C'est la plupart, ils font des mix pré ou intra-training avec plusieurs rajouts, et d'une part pour masquer le goût ou pour le rehausser, et d'autre part, ça te permet de cacher la mauvaise qualité de la matière première. Mais pour l'instant, on peut comparer. Pareil, c'est un produit qui est facilement comparable grâce au Ouais. coût, jusqu'à ce que quelqu'un rajoute. Et l'idée de rajouter du sucre, et là, la comparaison sera plus. Mais pour l'instant, c'est un peu trop sophistiqué. Mais moi, je me souviens, avant que Nutrimuscle ait du sucralose, je le commandais aux États-Unis. Il était plus cher, et puis après, je sais plus pourquoi il y avait eu des problèmes. Alors j'avais dit, justement, j'avais demandé à Nutrimuscle pourquoi vous en produisez pas, enfin pourquoi vous en vendez pas. Et ils se sont mis à en vendre. Et quand j'ai eu le Nutrimuscle, il était au moins 20 ou 30% plus sucré que celui que j'utilisais des États-Unis, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Pourtant, il était vendu comme pur. Alors, il y a deux Bah, problèmes, c'est que c'était un générique, alors que là, c'est pas un générique, c'est vraiment du sucralose. Et deux, il était quand même nettement moins. L'avantage du sucralose, c'est qu'on peut tester vraiment à quantité égale, on peut voir le goût, puisque c'est le goût sucré qu'on achète, c'est tout. C'est ça. Ouais, Ça, sur la plupart des produits, c'est ça. Généralement, la réglementation sur les compléments, elle est assez souple, qui permet d'avoir quelques largesses qui sont largement utilisées par tout le monde pour te faire croire que tout est ultra concentré, etc. Parce que pour eux, tant que tu as la composition nutritionnelle, le consommateur doit pouvoir être à même de faire la différence et de comprendre que quand quelqu'un te dit c'est 100% du Q10, finalement, et que sur 1 gramme t'as que 60 mg, tu dois normalement te poser la question, te dire tiens, c'est quand même bizarre que sur 1 gramme il y a que 60 mg de Q10 alors que dans la composition c'est marqué Q10 à 100%. donc, la législation ne protège pas forcément ou aussi bien qu'on voudrait le consommateur. C'est ça, c'est des autres problématiques qu'ils ont et du coup qui font que le consommateur est protégé d'une certaine façon mais pas forcément la bonne. Enfin, c'est juste la santé de base, mais ça va pas plus loin, quoi. Donc, sur le plan de la qualité, le consommateur est assez mal protégé. Ouais, sur le plan de la qualité, effectivement, là on parle vraiment de la qualité intrinsèque du produit. On parle pas des risques bactériologiques, etc. Où là on est très bien protégé, et ça c'est encore heureux. Mais sur la qualité de la poudre en elle-même et ce qu'elle va faire sur le corps, effectivement, il n'y a pas réellement de protection. Tu peux vendre ce que tu veux tant que c'est propre, tant que c'est pas contaminé, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu peux vendre du glycérol 1% si ça se faisait. Tu pourrais le vendre en disant c'est du glycérol pur et t'aurais pas de souci là-dessus. Donc attention, parce qu'il y en a qui comparent les prix en se disant que si c'est écrit par exemple glycérol, c'est que c'est du glycérol et qu'il n'y a pas d'histoire de concentration sur lequel on peut se faire avoir, il n'y a pas de problème de qualité. Enfin, il n'y a pas d'histoire de qualité, il n'y a pas d'histoire qu'un générique, on peut pas comparer un générique avec une marque. Enfin, le plus connu c'est Créapure. De la créatine, tout le monde connaît à peu près la différence entre un générique et Créapure, mais ça existe pour strictement tous les autres compléments alimentaires. Ah oui, bien entendu, bien entendu. C'est pour ça que on a beaucoup de demandes sur les nouveaux produits aussi. C'est en cours, bien entendu, mais il y a toute cette partie questionnement que les autres n'ont pas et qui nous prend énormément de temps. Sur des produits, on fait, je le disais tout à l'heure, on fait des contre-analyses. On le fait pour plusieurs raisons, mais dont pour mieux identifier ce que nous on veut identifier dans les poudres. Et surtout, la plupart des analyses c'est fait sur des énormes lots qui sont stockés, etc. Donc, on n'a pas forcément les mêmes données entre une analyse producteur et une contre-analyse qui est faite dans un autre laboratoire. Et ça prend du temps. Quand tu dis on n'a pas le même questionnement, il y en a, ils recherchent le prix le plus bas, c'est leur seul questionnement. Ils ont 10 producteurs qui vont leur donner une cotation pour, par exemple, une tonne, ils prennent le plus bas et point final. Ah oui, il y a une grosse logique. Le complément alimentaire, maintenant, tout le monde peut en vendre. Hein. Tu fais ta chaîne YouTube, tu marches un peu, tu te dis tiens je vais faire du complément, et puis après c'est très simple et tu mets les prix du marché plus ou moins, sauf que t'achètes des trucs à 2 balles que tu vas revendre à 50 euros. Ça se fait de plus en plus, mais voilà c'est assez malheureux, parce qu'il y a pas cette réflexion derrière et Ouais, non, mais quand tu parles questionnement, toi t'es pas dans cette problématique quand tu dis questionnement, justement c'est quelle est la meilleure matière première et quels sont tous les pièges qu'il faut que j'évite au passage qui vont mettre c'est ça. Et ça, c'est très compliqué. On a des produits qui sont très compliqués à voir. Je parlais du Tribulus tout à l'heure. Ça, c'est un produit où on reçoit des analyses. Il faut absolument en refaire d'autres. Sinon, on n'est pas sûr qu'il n'y a pas de produits dopants dedans. Parce que les produits dopants sont rajoutés dans la méthode d'extraction pour arriver plus facilement à extraire le Tribulus. Et ça va pour la plupart des autres produits aussi. Donc, si t'as pas cette connaissance-là, ou si tu t'en soucies pas, tu te fais avoir. Mais nous, de notre côté, c'est quelque chose où on met un point d'honneur à avoir un complément qui est pur, quoi.
Et puis on parlait aussi pour un autre produit qu'on regarde depuis longtemps, c'est la stevia. Il y a des stevia qui sont fabriqués en Chine et vendus comme étant de la stevia française. Oui. Alors, comment on fait ça? Ça c'est toujours c'est un peu, tu sais, le made in France ou made in autre part, en fonction des réglementations des pays. Tu peux très bien avoir une production qui se fait à l'étranger, mais si tu fais une extraction, ou tu reconditionnes, ou tu as plusieurs règles qui te permettent malgré tout, même si la provenance ne vient pas de France, de labelliser le produit en étant d'origine ou produit en France. Un made in France, ça veut tout et rien dire en fait. Mais en fait, tu parlais du magnésium tout à l'heure. Est-ce qu'il est, il est vendu comme Made in France? Mais alors, est-ce qu'il est vraiment vendu, est-ce qu'il est vraiment fabriqué en France? Le nôtre, oui, bien entendu, bien entendu. Il est fabriqué dans l'usine, c'est Solabia qui fait ça, qui ont une usine. Enfin, tu peux en parler 2 secondes peut-être de Solabia? Solabia, c'est un gros producteur français qui a un fleuron dans les minéraux. Ils sont très forts dans les minéraux. On les utilise aussi pour d'autres compléments sur notre site. C'est un groupe français qui a des très bonnes méthodes d'extraction de leurs minéraux. Malheureusement, ça coûte très très cher. Donc ils vendent la plupart du temps des compléments pour la pharmacie, parce qu'ils sont aussi dans les standards pharmaceutiques. Et nous, on passe par eux parce que c'est eux qui amènent, pour le citrate de magnésium, on en a fait beaucoup, hein. On n'a pas fait que Solabia, bien entendu. On a fait de l'argentin, on a fait... On a regardé ce que les Argentins, les Chinois, les autres produisaient. Oui, oui, oui. Quoi. Exact, oui. Ouais, je traduis ce que tu dis. On a sourcé plusieurs producteurs. J'avais eu récemment un échantillon argentin qui coûtait 3 fois plus cher que le chinois parce qu'ils avaient une méthode de fabrication qui était un peu mieux. Le truc, tu le prends en bouche, ça t'arrache, quoi. Ça te chauffe, mais énormément, et t'as pas du tout de citrate. Tu sens pas le goût du citrate, etc. Donc, il y avait quelqu'un qui nous disait ça, il en avait un qui, quand il le mettait en bouche, ça lui cramait la bouche. ouais, ça c'est ce que tu retrouves en fait sur le pidomagnésium, parce que le magnésium qui produit ça. Qui fait de chauffe. Exactement. Sauf que là, tu pouvais pas, quoi. Tu pouvais pas, d'une part, et la poudre, visuellement, elle était pas top non plus, quoi. Enfin, nous, ça nous tentait pas, quoi. Et du coup, il y a Solabia, justement, qui sont nos producteurs du pidomagnésium qu'on a dans notre ZMB, qu'on a contacté. On a eu de très bons échantillons avec une production qui est ultra fraîche. Et c'est pour ça qu'on est passé par eux. Donc, non, faut le dire, enfin, faut l'expliquer, parce que ça coule pas de source. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est un milieu qui est très concurrentiel, donc il y a énormément de producteurs, il y a énormément de revendeurs aussi. La tendance actuelle du marché, c'est effectivement c'est les prix. Donc quand c'est des producteurs que tu ne connais pas ou avec qui tu travailles pas, les premiers échanges que tu as avec eux, quand tu demandes des devis, c'est des devis sur ce que j'appelle de l'ultra sec, donc qui est plus ou moins périmé ou qui va bientôt arriver à date, et du coup qui coûte pas cher. Ils te font aussi c'est des promos. Tu t'achètes aussi en promo chez le fournisseur. Donc il faut quand même être bien introduit pour pouvoir bénéficier des lots frais. Oui, c'est très compliqué à sécuriser. Et pour nous et pour eux, ça demande beaucoup plus de travail. Il y en a qui n'acceptent pas. On arrête de travailler avec eux. Je prends. Avec le PeptoPro. Oui, avec le PeptoPro, c'est ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, ils ont refusé parce qu'ils avaient des contraintes logistiques de nous fournir les lots les plus récents. Du coup, on a arrêté parce que ça nous intéressait pas. Le PeptoPro, c'est la date de péremption, elle est de 2 ans. C'est un hydrolysat. Et donc, je pense que vraiment, si la matière première arrive à expiration assez rapidement, c'est parce que c'est toujours des dates limites d'utilisation optimale. Hein. On n'est pas sur des dates de péremption comme on les connaît sur les produits frais, comme les viandes, etc. Mais au bout de 2 ans, déjà ta poudre, elle s'est asséchée énormément. T'as plus la même qualité de matière première. Donc, pour nous, ça nous intéresse pas. La parenthèse PeptoPro, c'est que on va réussir à sécuriser la nouvelle production. Faut savoir que l'hydrolysat, il le fabrique pas tous les mois. On est sur un volume de 2 fois par an environ, et on a sécurisé la prochaine production. Donc on va avoir de l'ultra frais qui va revenir en stock à partir de cet été probablement. Donc il faut taper au pile 2 fois par an. Tu peux en avoir 2 fois par an si tu te débrouilles bien. C'est ça. C'est exactement ça. Plus cher que du pas frais que tu vas avoir beaucoup plus facilement. C'est ça. Pour avoir du frais, faut être pistonné, en gros. Hein. C'est ça. Ouais, il faut être au fait des productions des fournisseurs, voir avec eux. Il y a des gros soucis là-dessus sur la sécurisation de la matière première.
Alors, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Avant de vous quitter, j'ai 2 choses importantes à vous dire. La première, c'est que nous lançons officiellement l'enregistrement pour les groupes de test de nos futurs produits. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à checker notre page Facebook ou notre compte Instagram qui possède le lien pour s'enregistrer. On a aussi un post forum par rapport à ça, donc vous pouvez aussi commenter. L'idée, c'était vraiment de vous engager plus en profondeur dans l'évolution de la société, parce que ça nous fait plaisir. C'est toujours intéressant de tester des nouvelles choses, des nouveaux produits, d'avoir des retours. Alors ça veut pas dire qu'on va sortir tous les produits qui seront mis en test, mais ça sera vraiment en fonction de vos retours. La deuxième chose, c'est qu'on arrive bientôt sur d'autres plateformes de podcast et qu'on mettra bientôt donc des titres pour chaque chapitre à l'intérieur des podcasts pour se repérer plus facilement. Pour ceux qui peuvent pas écouter le podcast une demi-heure ou 1 heure en fonction de la durée qu'on a, ça permettra de reprendre en cours de route et ça sera plus facile pour se repérer. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouveau podcast.